Hey, comment ça va? Coucou, comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Ça va? Hé, comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Comment ça va à la selle? À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « comment ça va » vient donc en réalité de « comment ça va » à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête « comment vont nos toilettes ?» C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, à attraper le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast En Selle, un véritable voyage au cœur des toilettes. L'avantage des oiseaux, c'est qu'ils font pas pipi liquide, ils font pipi solide. On a des mines de phosphate qui ouvrent dans la deuxième moitié du 19e siècle. Avec l'azote, on fait deux choses, on fait les engrais azotés, mais on fait aussi les bombes. Le plus important, c'est la mise au point du procédé Haber-Bosch. En selle, épisode 6, le guano. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le tout à l'égout, cet incroyable réseau souterrain de canalisations connectées les unes aux autres pour transporter les eaux usées. Ne sachant pas trop quoi faire de ces eaux, nous les avons dans un premier temps envoyées à la rivière. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte de leur impact sur la vie aquatique et sur les populations situées en aval. C'est pourquoi nous avons fait arriver le tout à l'égout sur des grands champs de culture. La pollution était ainsi traitée par le sol tout en valorisant les nutriments si utiles à la croissance des plantes. On estime que cette technique a permis de recycler jusqu'à près de 70% du phosphore excrété par les Parisiens à la fin du XXe siècle. Comme l'expliquait Sabine dans l'épisode 3, à cette époque-là, l'agriculture est en demande d'engrais. Et cette demande va s'accentuer. La découverte des engrais fossiles va venir bouleverser les modes de production. On va ainsi passer d'un monde fait de paysans à un monde fait d'exploitants agricoles. Les mots ont un sens. Ici, les exploitants agricoles vont désormais exploiter les terres comme ils exploiteraient une ressource minière. L'agriculture va s'industrialiser. Mais avant d'aborder le sujet, un petit tour de table s'impose. Je vous présente Fabien Esculier. Nous l'avons rencontré en plein milieu de notre voyage. Comme nous, il fait partie du réseau d'assainissement écologique, une association qui milite au quotidien pour le développement d'un nouveau modèle d'assainissement. Chaque année, les membres de cette association se retrouvent pendant 3 ou 4 jours pour parler toilettes. Et oui, c'est le seul endroit où je peux passer 4 jours à parler pipi caca. Et devinez le plus drôle, cet événement s'appelle les intestinales. Cette année, les intestinales ont lieu au château de Ligourd. C'est un immense château que la propriétaire a légué à une association. Jamais je ne me suis senti aussi proche de la noblesse. En plus, c'est l'année où Nathan et moi avons pu briller. Nous sommes arrivés à cet événement à la seule force de nos jambes. Et ça, c'est quand même badass. En marge de ces rencontres, nous installons une petite table dans le jardin du château et passons près de 3 heures à discuter avec Fabien. Il commence par nous raconter son parcours. Avant d'être chercheur à l'école des ponts, Fabien était chef de la police de l'eau de la Seine. Il travaillait auprès du préfet de la région Île-de-France pour contrôler et mettre aux normes les installations d'assainissement. Il travaillait notamment sur le projet du Grand Paris. Vous voyez là, ce projet ? Son objectif était de rendre l'agglomération parisienne plus attractive
au niveau international, en y attirant toujours plus d'habitants. Pour cela, le préfet de l'époque avait demandé à sa direction de l'environnement d'étudier la faisabilité de ce projet au regard des ressources naturelles disponibles et de la gestion des déchets. Fabien, lui, était dans un groupe de travail sur l'assainissement. Et leur réponse fut catégorique. Ça donne à peu près ça. Bon, en gros, on ne sait pas comment faire. La Seine n'atteint déjà pas les objectifs de bonne qualité des eaux au regard du rejet des stations d'épuration. On veut augmenter le nombre d'habitants, donc il va y avoir plus de rejets. À cela s'ajoute la baisse du débit de la Seine du fait du changement climatique. Bref, ce groupe de travail a conclu qu'il était impossible de réaliser le Grand Paris tout en maintenant une bonne qualité de l'eau de la Seine. Pour autant, ce rapport n'a pas fait reculer le projet. Face à cette situation, Fabien est dépité. Il prend un congé parental qu'il utilise d'un côté pour s'occuper de ses enfants et de l'autre pour imaginer un nouveau métier. Au fil des discussions, il aboutit au constat qu'il doit faire de la recherche. En 2015, il démarre donc une thèse. Pour ses travaux, il obtient en 2018 la médaille d'argent de l'Académie de l'agriculture. Un chercheur en assainissement récompensé par le monde agricole, c'est tout un symbole. Après ce long portrait de notre invité, je vous laisse donc découvrir sa rapidité de diction et sa grande capacité de vulgarisation. Si on commence au moment de la révolution industrielle, on va dire, 19e siècle en Europe, les pays cherchent à développer leur puissance et donc on va faire en sorte de produire davantage de nourriture parce que plus on produit de nourriture, plus on aura de bras disponibles pour être à l'usine, pour être dans l'armée, avoir une armée plus puissante que le voisin, etc. Fabien Esculier, chercheur en assainissement. Par exemple, 1870, à la guerre entre la France et la Prusse, on cherche à être le plus fort possible et donc à produire le plus de nourriture possible, etc. Et donc à cette époque, on va chercher de plus en plus de sources d'azote possibles. On va déjà beaucoup recycler les urines et matières fécales humaines, les urines et matières fécales animales, évidemment. Et on a trouvé aussi des guanos d'oiseaux qui sont sur des îles, par exemple les îles Chincha au large de l'Amérique du Sud. L'avantage des oiseaux, c'est qu'ils ne font pas pipi liquide, ils font pipi solide. Le blanc dans une fiente, c'est en fait, eux, ils excrètent pas de l'urée, ils excrètent de l'acide urique. Et l'acide urique a la possibilité d'être excrété sous forme solide. Du coup, c'est beaucoup plus concentré. Ce qui fait que la fiente d'oiseaux est très pratique à utiliser. Il y a des îles sur lesquelles pendant des millénaires des oiseaux marins ont vécu, ont fait des colonies et puis ont uriné, déféqué, fait des fientes et ça s'est accumulé sur des mètres et en fait au 19e siècle on a découvert cette ressource et on a les raclé jusqu'à ce qu'on récupère l'ensemble de toutes les fientes qu'il y avait, donc plusieurs mètres de hauteur. On a ratiboisé toutes ces îles. On a fait plein de guerres d'ailleurs pour les posséder. Les premières grandes entreprises de vente de fientes, ça a été certaines des premières grosses fortunes capitalistes dans l'histoire, ont eu le monopole de la gestion de ces fientes et ont vendu tout cet engrais fossile à l'agriculture. Et l'Allemagne, à cette époque, dépendante de cette importation, donc des fientes de guano, dépend du coup de circuits en bateau qui vont de l'Amérique du Sud jusqu'en Europe. Ce qu'il y a, c'est que pour arriver en Allemagne, il faut passer par la France et l'Angleterre, la Manche, etc. Et donc là, il y a une sensibilité stratégique à l'approvisionnement qui est extrêmement forte pour l'Allemagne. Il y a énormément de recherches au début du XXe siècle qui se met en place pour essayer de faire en sorte de synthétiser cet azote sans avoir besoin de racler les fientes de guano, d'autant plus qu'on a tout raclé, donc il y en a de moins en moins. Alors on a découvert des mines aussi dans le désert d'Atacama, le nitrate du Chili, donc là c'était des dépôts minéraux géologiques sur des millions d'années, et là aussi on les racle, mais bon ça reste une mine, donc c'est fossile par définition. Et donc on cherche par tous les moyens à faire en sorte de produire industriellement cet azote. La compagnie Ancelle revient des Amériques avec les cales pleines de merveilles. Sa dernière trouvaille, une substance solide produite par des mystérieuses créatures ailées au large des îles Chinchas. Ce produit nouveau se trouve être l'engrais le plus efficace pour cultiver las papas, les pommes de terre, elles aussi
venus des Amériques. Là où volent les oiseaux, c'est le vrai Eldorado. Sous nos pieds se trouve le guano. Oh, ça. Pour revenir plutôt aux urines et aux excréments et à la partie fertilisation, c'est ce qu'on peut appeler la révolution des engrais. Sabine Barle, historienne de l'assainissement. Avec 3 éléments marquants. Premièrement, la découverte des phosphates fossiles dans la deuxième moitié du 19e siècle. Sabine Barle est l'historienne qui nous suit depuis le début de cette aventure. Elle a travaillé sur l'apparition des déchets urbains, certes, mais aussi sur leur disparition. Et elle n'a pas eu lieu d'un seul coup. Vous allez voir ça. Dans une salle de classe de l'université Paris-Sorbonne, elle nous raconte comment la découverte des mines de phosphate et de potasse a transformé notre rapport aux engrais. Nous sommes ainsi passés de l'utilisation d'engrais dits renouvelables à des engrais d'origine fossile non renouvelables. Alors, ces phosphates fossiles, au début, par exemple pour la France, on en trouve en France, avant de trouver les grands gisements, notamment en Afrique du Nord. On a des mines de phosphate qui ouvrent dans la deuxième moitié du 19e siècle. Pour être tout à fait honnête, je ne me souviens plus exactement des localisations. C'est assez épars sur le territoire national, mais jamais des gisements de très grande ampleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'un gisement est découvert, la presse locale s'en fait écho, etc., parce qu'il y a vraiment des enjeux considérables derrière. Et donc, au départ, avec la découverte des phosphates fossiles, on pense que ces phosphates fossiles vont compléter les phosphates urbains en particulier, qui du coup ne concurrencent pas tellement les engrais humains, dans lesquels on met surtout en valeur l'azote. Le deuxième élément, tout début XXe siècle, c'est la découverte de la potasse d'Alsace, qui est tout à fait fortuite. La propriétaire du terrain cherchait du charbon, puisque bien sûr, beaucoup cherchent du charbon à l'époque, et à la place du charbon, elle a trouvé de la potasse. Et donc c'est pareil, ça a permis de mettre sur le marché des quantités de potasse très importantes. Et puis enfin, et le plus important, c'est la mise au point du procédé Haber-Bosch. À ce moment-là de l'histoire, nous sommes en pleine époque du charbon et des machines à vapeur. On commence à creuser des trous un peu partout. Et c'est en creusant ces trous que nous découvrons par hasard les phosphates et la potasse, des minerais bourrés de phosphore et de potassium. Pour les extraire, il faut creuser en profondeur pour sortir une grande quantité de roches mélangées. Une fois remonté à la surface, il faut trier ce tas de pierres pour ne retenir que ce qui nous intéresse, le phosphate et la potasse. À l'époque, les engrais fabriqués à partir des excréments humains étaient principalement vendus pour leur teneur en azote, même s'ils possédaient du phosphore et du potassium. C'était l'unique caractéristique que l'on retenait. C'est pourquoi, lorsqu'on a découvert ces nouveaux minerais, on les a mis en plus des engrais humains. Ils étaient utilisés comme des compléments en quelque sorte, mais une nouvelle découverte va arriver. En 1909, il y a un chimiste allemand qui s'appelle Fritz Haber qui arrive à mettre en place ce que font grosso modo les bactéries fixatrices d'azote, donc prendre beaucoup d'énergie et arriver à transformer le N2, le diazote de l'air, en azote réactif. Et il arrive à le faire en fait dans un réacteur industriel. Pour ça, il a besoin de beaucoup d'énergie. La réaction se fait à très haute pression et à très haute température, donc il faut des matériaux très robustes. Donc on ne pouvait pas le faire quelques décennies avant parce qu'on n'avait pas les matériaux assez robustes pour. Mais voilà, en 1909, les conditions sont là. Avec l'industriel qui s'appelle Carl Bosch, ils mettent en place le fait de le synthétiser à grande échelle. Et donc le procédé s'appelle Haber-Bosch, du nom de ces deux chimistes et industriels qui ont mis en œuvre le procédé. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous le sentez, l'azote de l'air ? Bah, bien sûr que non. Il est inodore et invisible à nos yeux. Pourtant,
Il est présent partout autour de vous, puisqu'il représente en volume près de 80% de l'atmosphère de notre planète. L'azote est comme tous les autres atomes. Il n'existe jamais seul dans la nature. Il va chercher, comme vous, à se faire des amis. Une fois rassemblés en groupes d'atomes, ces groupes forment des molécules. Dans le monde qui nous entoure, un grand nombre de molécules sont constituées d'azote. Tiens, par exemple, notre corps. L'azote représente en moyenne 3% du poids de notre corps. Mais ne vous y détrompez pas, ce n'est pas en respirant que vous captez cet azote. Vous en êtes incapable. Pour nous, les êtres humains, il faut que l'azote soit déjà transformé et entouré d'une belle bande d'amis. C'est ce qu'on appelle les protéines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe 2 formes d'azote sur Terre, l'azote inerte et l'azote réactif. L'azote inerte n'interagit presque jamais avec les êtres vivants. C'est l'azote de l'air, celui que l'on respire. On l'appelle le diazote, car il s'agit de 2 atomes d'azote collés entre eux. Ils sont inséparables. L'azote réactif, quant à lui, regroupe une grande famille de molécules dans lesquelles il peut être relié à plein d'atomes différents, comme par exemple du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Un peu comme dans un cercle circassien. Bras dessus, bras dessous, les atomes sont reliés entre eux et dansent tous ensemble. Parfois, l'un se détache du premier groupe pour aller en rejoindre un autre. Suivant les situations, les molécules ont donc des compositions différentes et leur nom change. Ammoniac, nitrite, nitrate. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes. Eh bien, ce sont tous de l'azote réactif. Seul cet azote réactif peut être capté et assimilé par les plantes. En ce sens, le procédé Haber-Bosch constitue ici une immense révolution. La plus grande réserve d'azote du monde est l'atmosphère. Elle était jusqu'ici inaccessible pour nous, les êtres humains. Désormais, avec ce procédé, nous allons enfin pouvoir capter cet azote inerte qu'elle contient et le transformer en azote réactif pour le donner à manger aux plantes. Avec l'azote, on fait 2 choses. On fait les engrais azotés, mais on fait aussi les bombes. Le nitrate d'ammonium, qui est une des formes de l'engrais azoté, ça explose. Et donc l'indépendance, quand on maîtrise le procédé Haber-Bosch, c'est à la fois de mettre de l'azote de synthèse sur les champs, mais c'est aussi de fabriquer des bombes. Et donc on arrive en 14-18 à cette période où l'Allemagne est capable de produire toute seule ses bombes et ses engrais, et donc elle est capable aussi d'alimenter une guerre, malgré le blocus, parce que pendant 14-18 il y avait un blocus marin. En 1920, on a le traité de Versailles qui définit les règles de fin de la guerre, et la France exige dans le tribut de guerre que l'Allemagne lui transfère le brevet. Elle crée l'Office national de l'industrie de l'azote en 1924, et elle construit des usines dont l'objectif va être de faire des engrais de synthèse et des bombes pour accroître la puissance de la France et être capable de le faire. Modulo la disponibilité d'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour le faire, et à l'époque on prend les hydrocarbures fossiles pour le faire. Faire le plein de sa voiture, manger un cordon bleu, mettre un t-shirt synthétique pour aller courir, allumer sa chaudière, prendre un médicament ou se doucher à l'eau chaude. Toutes ces actions de la vie quotidienne ont un point commun. Elles nécessitent à un moment donné la consommation d'énergie fossile. C'est le mot que l'on utilise pour parler du charbon, du gaz naturel et du pétrole. Ces ressources sont issues de la dégradation lente de la matière organique enfouie dans le sol depuis des millions d'années. On dit qu'elles sont fossilisées, c'est pour ça qu'on les appelle des énergies fossiles. Par exemple, imaginez des milliards de planctons microscopiques qui, à leur mort, se déposent petit à petit au fond de l'océan. Au bout de plusieurs dizaines de millions d'années, ils forment une couche bien épaisse qui, dans des conditions particulières, va se liquéfier pour donner du pétrole. Et hop, la transformation est opérée. Nous n'avons plus qu'à venir le récupérer. La découverte des énergies fossiles a transformé nos sociétés. Aujourd'hui, grâce à elle, vous pouvez vous déplacer plus loin et plus vite. Vous chauffer plus facilement, manger abondamment. Si vous analysez bien le fonctionnement de notre société, vous verrez, elles sont partout.
Les énergies fossiles sont, par essence, non renouvelables. Nous les consommons plus rapidement qu'elles ne se forment. Si l'on reste sur l'exemple du pétrole, on comprend bien que les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Il met des dizaines de millions d'années à se former, là où nous mettons beaucoup moins de temps à le consommer. Il est donc facile de comprendre que ces ressources fossiles sont présentes en quantité limitée sur la planète et qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Ici, pour faire fonctionner le procédé Haber-Bosch, on utilise principalement du gaz naturel, une ressource qui s'épuisera aussi un jour ou l'autre. Et donc typiquement, une usine tristement célèbre, c'est celle d'AZF. Souvent, les gens connaissent le désastre AZF, puisqu'en 2001, il y a eu une explosion qui a fait au moins une 30aine de morts. On sait souvent pas trop, par contre, que AZF, ça veut dire azote fertilisant. C'était ce que produisait cette usine. Et elle a été construite donc à partir de l'Ognard dans les années 20. Mais à partir des années 60, elle fonctionnait sur un gisement de gaz qui s'appelle le gisement de Lac, qui est situé au sud de Toulouse. Et donc, entre les années 60 et les années 2000, on a vidé tout ce gisement de gaz de Lac. Donc, on a pris tout le méthane fossile qui était dans ces sols pour faire nos engrais azotés et puis un peu de bombes. Et voilà, aujourd'hui, donc l'usine a explosé. Il n'y a plus de gaz dans le gisement de Lac. Et entre-temps, on a déversé des quantités phénoménales d'azote sur les sols agricoles. Donc, pour information, aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 fois plus d'azote en circulation dans les écosystèmes que avant l'intervention de l'humain. Donc, on a doublé l'ampleur du cycle azote. À la fin de la Première Guerre mondiale, il existe un appareil de production d'explosifs important et ces usines d'explosifs vont être en tout ou partie converties en usines d'engrais. Et donc ça va permettre de développer les engrais industriels de façon considérable et ces engrais industriels, ils vont concurrencer les sous-produits urbains qu'on utilisait pour faire des engrais. Ils sont très bien vendus par les commerciaux qui mettent en avant le fait que leur concentration est stable. C'est pas le cas de la boudrue, par exemple, ni de la poudrette. Qu'ils sont plus concentrés, donc c'est beaucoup plus facile à manipuler, qu'ils sont plus pratiques, donc, et que par conséquent, ils offrent aux cultivateurs des possibilités infinies, bien plus intéressantes que ce qu'ils faisaient avant. Et bien sûr, ils vont lui permettre de se libérer, s'il le souhaite, de l'élevage, puisqu'il n'aura plus besoin de fumier. Et à ça s'ajoute, pour les engrais, la question de la défense nationale, qui est que la crainte d'un autre conflit après la guerre de 14 a fait qu'il fallait maintenir un appareil de production d'engrais azotés suffisamment important pour pouvoir disposer d'un appareil de production d'armes de guerre en cas de conflit. Et donc c'est ce qui s'est passé en 1939. Toutes les usines, qui sont en fait des usines réversibles, ont été retransformées en usines d'explosifs. Et puis en 1945, rebelote, on les a retransformées en usines d'engrais. Cette question de défense, cette question de géopolitique et de conflit, elle est aussi fondamentale pour expliquer ces transformations. Un récit qui est véhiculé, si on n'avait pas eu les engrais azotés, on n'aurait pas pu nourrir la France après la Seconde Guerre mondiale, les gens avaient faim, etc. Ce qui s'est passé historiquement, c'est qu'il y a eu les engrais de synthèse qui sont arrivés, et il y a eu des entrepreneurs en agriculture qui ont vu une opportunité de produire plus et de pouvoir devenir plus riches globalement, et donc de développer de l'exportation. Ensuite, ils ont essayé de faire en sorte que leur marché soit protégé. Donc les règles de l'OMC favorisent le fait qu'on exporte les céréales, etc. Enfin, il y a tout un tas d'industrialisation de l'agriculture qui fait fonctionner le système comme ça. Les engrais fossiles sont de nouvelles ressources naturelles non renouvelables qui vont démultiplier notre capacité à transformer le monde, et en particulier l'agriculture. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le système de polyculture-élevage que nous avons longtemps pratiqué est remis en cause. Désormais, plus besoin des animaux pour fertiliser les sols, plus de système de jachère. On est capable de produire des céréales en masse. Certains spécialistes estiment que sans le procédé Haber-Bosch, la Première Guerre mondiale n'aurait duré que 1 an, car l'armée allemande aurait rapidement manqué de nourriture, mais surtout de munitions. Cette transformation des modes de production agricole casse ainsi le cordon naturel qui s'était tissé entre les villes et les campagnes avec le recyclage des matières.
Ce tournant marque le début de l'industrialisation de l'agriculture. Désormais, nous ne cultiverons plus pour nourrir les populations, mais pour gagner de l'argent. Le monde va continuer de s'accélérer et de se mondialiser. Mais très vite, un événement vient freiner cette dynamique, la Seconde Guerre mondiale. En Europe, il va mettre en pause ce changement de modèle agricole avant de redémarrer de plus belle dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est ce que nous aborderons dans le prochain épisode. Aujourd'hui, je peux affirmer que Sabine Barle et Fabien Esculier font partie des personnes qui ont le plus fait évoluer ma réflexion. Ce sont eux qui m'ont considérablement ouvert les yeux sur le fonctionnement du système dans lequel nous vivons. Un système qui a abandonné son ancien modèle circulaire au profit d'un autre, gourmand en énergie, et qui produit des déchets qu'on a du mal à gérer. Un système qui a conçu une immensité de nouvelles molécules qu'on laisse aujourd'hui s'échapper dans l'environnement, sans connaître exactement leur impact sur les écosystèmes. Plus les épisodes passent, plus le monde que l'on décrit ressemble à celui dans lequel on évolue actuellement. Les morceaux se recollent et l'histoire prend tout son sens. Alors n'hésitez pas, écoutez la suite. Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande-son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Irigouin, l'assemblage et le mixage par Plex, et les infographies par Jérémy Masse. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Éduc-Eau et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeunes. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme. Allô. Et comme d'habitude, ça ne répond pas, alors c'est l'heure de mon petit message. Bonjour, c'est Dr Pope qui vous appelle. Aïe, comme je suis déçu. Je n'ai plus grand chose à vous dire désormais. Vous ne faites plus de grosses erreurs. Je vais devoir être encore plus intransigeant avec vous et relever la moindre petite faute de frappe si je veux continuer à dialoguer avec vous. En attendant, j'ai écouté attentivement cet épisode 6 et je dois dire que mes retours vont être succincts. Je ne vois qu'une seule chose à redire et elle concerne votre exposé sur l'azote. Au début de votre explication, vous décrivez ce qu'est un atome et vous affirmez que tous les atomes se lient instinctivement à d'autres atomes pour former des molécules. Et je trouve cette vision un peu réductrice, voire même discriminante. Dans la nature, il existe une multitude d'atomes seuls. Vous êtes sûrement déjà tombé sur un tableau périodique des éléments. Vous savez, le tableau dit de Mendeleïev. Il classe les atomes selon leurs caractéristiques physiques. Eh bien, de nombreux atomes présents dans ce tableau évoluent seuls dans l'environnement. On pense principalement aux gaz rares tels que l'hélium, le néon ou le radon. Mais il y a aussi le proton et plusieurs métaux comme le fer ou le zinc. Bref, ils sont multiples. Ces atomes sont souvent seuls puisqu'ils sont plus stables que les autres. Ils n'ont donc pas besoin de se lier à d'autres atomes pour gagner en stabilité. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont très peu réactifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors j'espère que vous profiterez de cette information pour briller en société en faisant croire que vous connaissez le tableau de Mendeleïev par cœur. Allez, c'est cadeau. Merci qui ? Merci Dr Poop.